Le dossier est très léger. C'est d'ailleurs assez étonnant quand on y pense, il faut quand même imaginer qu'il y a des gens qui regardent la France en pensant que c'est une nation civilisée, peut-être le phare de la civilisation à certains points de vue, etc. Peut-être même le pays de la liberté. Et que c'est la 8e puissance mondiale, et le ministre de l'Intérieur de la 8e puissance mondiale, le soir à 22h30, il tweet en disant « Les gars, j'ai pris une décision, on va interdire l'Alvarium. » 65 millions de Français savent même pas ce que c'est. On est une association locale à Angers. Il y a des attentats terroristes tous les mois, et il va dissoudre l'Alvarium. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien sur VA+. Je vous rappelle comme d'habitude de vous abonner, de commenter et de liker cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Aujourd'hui je suis avec le fondateur de l'association Alvarium qui pourrait être prochainement dissoute. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Baudin. Jean-Eudes, qui es-tu ? Alors je m'appelle Jean-Eudes Gana, j'ai 27 ans, ça fait quelques années que je milite déjà, j'étais avant au Front National de la Jeunesse, je suis issu d'une famille militante en plus. Et je fais également partie des fondateurs de l'Alvarium qui a été créé donc il y a 4 ans. Qui est une association locale à Angers et en Anjou, qui vise d'abord à aider les plus démunis. Ça a été l'objet initial de notre association, les Français en priorité bien sûr. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est retrouvé un petit peu, je pense qu'on reviendra là-dessus, embarqué dans la politique. Et donc de simples communautés militantes, on est devenu aussi un mouvement politique angevin. Donc je disais, l'Alvarium est visé par une procédure contradictoire qui vise à dissoudre l'association, association qui n'existe pas vraiment. Tout à fait, en fait l'Alvarium c'est au-delà d'un mouvement politique, d'une association, de tout ça, l'Alvarium c'est ce que la justice appelle un groupement de faits, parce que c'est comme ça que Gérald Darmanin nous définit, mais avant tout nous on se considère comme une communauté, c'est d'abord un groupe de personnes, de plus en plus nombreux qui veulent vivre enracinés en Anjou en se rendant utiles autant que possible. Et alors, on va l'expliquer pour les personnes qui nous suivent mais qui ne connaissent pas forcément l'Alvarium. Donc là, vous êtes entré dans une tempête, entre guillemets. Est-ce que tu peux décrire ce qui se passe en ce moment autour de votre association à Angers ? Oui, tout à fait. En fait, ça remonte à longtemps. C'est-à-dire que depuis le début de notre existence, depuis qu'on a ouvert des locaux à Angers, qui servaient donc à avoir un petit bar associatif qui nous permettait de financer notre action sociale, on s'est retrouvé dans une petite tourmente médiatique locale, alimentée d'abord par des antifas anonymes, avec le cortège d'ennui que cela porte, c'est-à-dire des dégradations, des petites attaques, et même 2 tentatives d'incendie. Mais le problème, c'est que les dégradations s'accompagnent toujours de diffamations, et qu'en fait, ces diffamations ont été très largement reprises dans la presse locale, et même par des élus locaux. Et l'aboutissement, comme ça, d'années de provocations qu'on a encaissées, je dois dire assez patiemment, c'est qu'en juin dernier, alors que nous étions candidats à des élections auxquelles on a d'abord d'ailleurs fait 3,15%, on a été pour une énième fois embêtés par des antifascistes. Ça a donné lieu à une bagarre, donc ils sont venus en fait dégrader notre local. Vous étiez présent à ce moment-là ? Oui, tout à fait. En fait, on a été obligé de faire des gardes depuis 2 ou 3 ans. Toutes les nuits, il y a quelqu'un de réveillé dans la nuit à l'Alvarium. Et bagarre à l'issue de laquelle, en fait, des députés LREM ont commencé à demander notre dissolution de manière plus insistante que cela n'avait été fait jusqu'ici. Et je pense que Gérald Darmanin, qui se targue de lutter un petit peu contre l'islamisme, essaye de rassurer sa gauche et donc il a décidé de nous dissoudre. D'accord. Alors, vous revendiquez identitaire. Oui, tout à fait. C'est ça qui chiffonne la gauche à Angers. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fait parler de vous par des actions sociales, et c'est aussi ces embrouilles, ces échauffourées devant votre local qui ont fait parler de vous. Qu'est-ce qu'on vous reproche à Angers ? En fait, finalement, c'est complètement dingue, c'est la grande aversion accusatoire, c'est vieux comme l'antifascisme stalinien, c'est-à-dire que ce sont les agressés qui se retrouvent accusés d'être les agresseurs. Nous, quand on a commencé à exister, on n'avait rien demandé à personne. Il y a eu d'abord des dégradations, des tentatives d'incendie, un grand vœu solennel au conseil municipal pour condamner notre action, qui consistait, surtout au départ, uniquement à distribuer des dizaines de repas à des SDF. Il s'avère, et on l'a totalement assumé, que les SDF, à 99%, sont français ou européens, et que de toute manière, nous avions dit que puisque des associations subventionnées s'occupaient de migrants et exclusivement de migrants, nous, on s'occuperait des Français. Et c'est ça qui a suscité des remous d'abord, et ensuite, la multitude des provocations antifa. Et voilà, ce qu'on nous reproche finalement, c'est on utilise les provocations antifa qui ont pu donner lieu à des débordements, mais qui ne sont pas de notre fait, pour nous dire, voilà, vous êtes un trouble à l'ordre public, vous écorniflez le pacte républicain ou que sais-je, alors que dans l'absolu, ce qu'on nous reproche en réalité, c'est d'être qui nous sommes, à savoir des identitaires qui sont contre l'immigration et qui ont lancé un certain nombre d'initiatives qu'on pourrait qualifier de non conformes. Mais et du coup, dans vos actions sociales, vous ne faites pas de discrimination
envers la couleur de peau, pas de soupe au cochon, même si c'est un terme un peu galvaudé. Vous aidez, comme on dit souvent, tous les Français. Oui, on aide tous les Français. Maintenant, on pas va de discrimination en particulière. Mais il n'y a pas besoin de faire de discrimination pour la bonne et simple raison que de toute façon, c'est comme ça, chacun le constate. Dans la rue, il y a à 99% des gens qui sont des Français, voire des Français de souche ou des Européens. Il y a sinon des Roms qu'on n'a jamais aidés. Voilà, c'est vrai, on l'assume puisque très souvent ils sont pris dans des mafias, etc. et qu'on ne voulait pas cautionner cela. Et que dans les foyers en difficulté qu'on avait aidés à la campagne, notamment parmi les agriculteurs, etc., il y a assez peu d'extra-européens. Maintenant, on a utilisé ce discours de clarté qu'on a toujours assumé pour dire ils refusent de donner aux Noirs, voire ils ratonnent, enfin voilà, tout a été amplifié après. Or, et même si on n'a jamais ressenti le besoin de s'en vanter ou voilà, de donner le change, il nous est déjà bien sûr arrivé des gens qui n'étaient pas d'origine européenne, etc. Tout simplement parce qu'on est dans une démarche de charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Maintenant, quand on avait du rab, on n'allait pas mettre des sandwichs à la poubelle alors qu'il y avait d'autres gens dans la rue. C'est évident. Tu parlais tout à l'heure de tentative d'incendie de votre local. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la violence est en arrivée à ce point-là? Moi, je sais pas, mais d'ailleurs, même, j'étais allé interpeller le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui est supposément de droite. Et j'étais allé l'interpeller suite au fait qu'il ait voté un vœu pour la tolérance contre l'extrême droite, etc. Et quand je suis allé l'interpeller sur une réunion de quartier, il m'a dit « Monsieur Gana, votre discours ne cache pas la réalité des faits. La réalité, c'est que vous avez des affiches qui hantent votre local, etc. » Qui, grosso modo, justifiaient tout ça, tout cet antifascisme ambiant. Et moi, je lui ai dit « Monsieur Béchu, votre discours pourrait amener des drames. » Il pourrait résulter d'autres discours, de vrais drames, puisque les antifas, quand ils agissent en toute impunité, il y a des drames. Et ça n'a pas loupé. Quelques semaines après, il y a eu une première tentative d'incendie à l'Alvarium. Nous étions alors avenue Pasteur, dans des immeubles d'habitation. Ce sont des grosses barres d'immeubles qui ressemblent un peu, j'en sais rien, à des HLM ou voilà, des grosses barres d'immeubles modernes. Et nous étions au rez-de-chaussée. Des gens avaient mis, à l'occasion du 14 juillet, des poubelles, etc. sur notre balcon qu'ils avaient incendié et le volet avait cramé. Et là, j'avais interpellé le maire d'Angers. Je lui avais dit, écoutez, monsieur le maire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous ai interpellé il y a peu. Et là, on se rend compte que ce que j'avais dit, alors que je ne le souhaitais pas, a été prémonitoire. Et quand est-ce que vous allez agir? Puisque si l'incendie avait été au bout, il y aurait des enfants dans l'appartement du dessus qui auraient pu brûler dans leur lit, quoi. Et ça, comment vous l'imputez aux antifascistes? Comment il y a eu une revendication? Il n'y a pas eu de revendication parce que généralement, quand on fait ce genre de choses, on ne va pas le revendiquer. Dans le quartier, vous n'aviez pas de problème particulier? Dans le quartier, on n'a pas eu de problème particulier, honnêtement. Je l'impute aux antifascistes ou alors peut-être à des... On était dans un quartier à forte dominance immigrée à cette époque-là. Peut-être qu'il y a des jeunes qui sont un peu montés le bourrichon et tout. Mais même ça, c'est le fruit de la propagande antifasciste. Puisqu'en fait, si ce sont des jeunes d'origine immigrée qui sont montés le bourrichon, ça n'a pu être le cas qu'à cause d'une propagande antifasciste qui nous traitait de racistes, etc. etc. Donc quoi qu'il arrive, c'est cette espèce, vous savez, de gauchisme ambiant où on montre du doigt tous ceux qui s'opposent à l'immigration comme des gens dangereux, nazis, etc., qui est la cause de tout cela. Ouais, ce que tu disais par rapport au côté prémonitoire de ce qui s'est passé, est-ce que tu as la sensation qu'il est arrivé un peu ce qui est arrivé par exemple à la Nouvelle Librairie? C'est que la Nouvelle Librairie à Paris, une librairie à droite, s'ouvre, un article de l'Express paraît et fait grand bruit. Le lendemain, la vitrine est brisée et une attaque de militants antifascistes. Est-ce que vous, entre les déclarations de la presse locale qui ne vous est pas favorable et les provocations, les attaques qu'il peut y avoir, il y a une corrélation? Bien sûr, il y a une très grande corrélation même. D'abord parce qu'au moment de notre ouverture, il nous a été imputé d'avoir mis des têtes de cochon clouées sur la mosquée. On a essayé, en gros, tout ce qu'il y avait de mal dans la région. Il fallait que, il y ait un lien avec l'Alvarium, ce qui était absolument absurde. Et en fait, souvent, ces mensonges-là étaient le fait de la presse, mais ou alors étaient carrément repris sur les blogs Antifa. Et c'est ça, je crois, le plus choquant dans notre histoire, c'est qu'on a des diffamations anonymes de la part de types dont la seule action politique consiste à briser des vitrines ou à mentir sur Internet, le plus souvent dans la plus totale impunité. Et ces accusations sont reprises par des journalistes qui sont dans une presse qui n'est pas une presse d'opinion, la presse locale, et qui, sous couvert d'impartialité, se permettent de raconter les choses les plus scandaleuses et d'inciter ainsi à la violence. Et si je peux me permettre, même d'inciter d'autant plus à la violence que lors de notre deuxième tentative d'incendie, c'est pareil, on a quand même essayé de faire du bruit, on a écrit à la presse, on a dit écoutez là, c'est la deuxième tentative d'incendie, quand est-ce qu'on va s'arrêter? La presse a titré, le Ouest France donc, a titré « Il tente d'incendier l'Alvarium, 3 petits points, avec des bouts de bois mouillés », parce qu'il pleuvait ce jour-là.
façon de dire, voilà, c'est de la blague. Et le journaliste, d'ailleurs, ensuite, au début de l'article, c'était on peut toujours compter sur l'Alvarium pour se faire passer pour des victimes ou relater tout ce qui leur arrive, etc. Mais il faut quand même imaginer que France, si un groupe identitaire colle 3 autocollants sur une vitrine, et il y a une plainte sur une vitrine, je ne sais pas, d'une permanence de députés, il y a une plainte, on parle d'agression, d'atteinte à la démocratie, etc., etc. Et là, un journaliste se permet d'ironiser sur le fait qu'on se plaigne d'avoir une tentative d'incendie, quoi. Et d'ailleurs, les auteurs, ce jour-là, ont été pris, ce qui arrive très rarement. Et je crois qu'ils ont écopé soit de 2 mois de sursis, soit d'un rappel à la loi, enfin rien du tout, quoi. D'accord. Et sa deuxième tentative était contre un local, mais un deuxième local, c'était pas le même que le premier ? Non, si, c'était encore le même que le premier. D'accord. Voilà. Donc le même quartier, etc. Voilà. D'ailleurs, récemment, on vous a aussi imputé, on a accusé les auteurs d'un saccage, d'un cambriolage du local plutôt d'extrême gauche, l'Étincelle, d'être des proches de l'Alvarium. Là-dessus, encore une fois, c'est des accusations faciles parce que vous êtes la mouvance la plus à droite sur Angers. Qu'en est-il de ces accusations ? Est-ce que vous avez une responsabilité de près, de loin ? J'ai aucune responsabilité là-dedans, l'Alvarium non plus, pour la bonne et simple raison que déjà on nous a accusés sans nous demander. Ce qui était absolument aberrant, c'est-à-dire que comme très souvent quand on nous accuse, on ne nous appelle même pas pour nous poser la moindre question. Et maintenant on a un problème dans le traitement journalistique, déjà il y a un problème. Déjà, il y a un énorme problème. Et ensuite, on nous accuse de choses dont on n'a pas retrouvé les auteurs. Et peut-être que les auteurs, j'en sais rien, si on les retrouve demain, peut-être qu'on se rendra compte qu'ils sont passés à l'Alvarium, etc., etc. Mais combien de gens qui ont fréquenté l'Étincelle ont été attrapés sur des incendies de banques, sur des bagarres, etc., ou d'autres choses ? Et on n'accuse pas l'Étincelle. En fait, nous, on a une organisation, on a un local associatif, il y a 130 membres actifs, il y a des gens qui passent extrêmement régulièrement. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous inquiétons, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent, contrairement à ce qu'a prétendu Christophe Béchu, qui nous décrit comme un groupuscule de 20-30 personnes qui pourrit la vie des Angevins, ce qui est un petit peu antinomique. D'ailleurs, si nous sommes 20 ou 30, on ne peut pas pourrir la vie de tous les Angevins. Contrairement à ce qu'il dit, on n'est pas du tout un groupe marginal, on a fait 3,15% des élections locales, il y a beaucoup de gens qui passent, etc. Et en fait, dans ces conditions-là, on ne peut pas être considéré comme responsable de tout ce qui arrive, d'autant plus qu'on n'a jamais appelé à la violence contre l'Étincelle. Et même, on a demandé beaucoup de fois le droit à débattre. Et il ne nous a jamais été accordé, d'abord parce que les antifas ou les membres de l'Étincelle ne voulaient pas débattre, ils considèrent qu'on ne parle pas avec l'extrême droite. Et ensuite parce que la presse locale, et notamment par la voix de Josué Jambard, l'a répété même sur son profil Twitter, par exemple au moment du débat entre Zemmour et Mélenchon, il a appelé ça le débat de la honte parce qu'on ne débat pas avec l'extrême droite. D'accord. À partir de ce moment-là, il ne nous a jamais permis de nous défendre. Ouais, ce qui pose problème également dans le fait que l'Étincelle est un local municipal qui a hébergé des associations. D'ailleurs, les tracts qui ont été retrouvés dans ce cambriolage sont des tracts très à gauche, de type anarchiste, de type antifasciste. Là-dessus, il y a un problème. Christophe Béchu, le maire de Angers, a d'ailleurs accordé des subventions à ce local. Subvention déguisée, disons qu'en fait il a prêté le local pendant des années. D'accord. Leur premier local dans le centre-ville appartenait à la municipalité ou avait été acquis par la municipalité. Ils ne payaient pas de loyer, il y avait eu un bail gratuit. Ça représente quand même sur des années des dizaines de milliers d'euros. Et en fait dans leur second local, quand la municipalité a voulu détruire ce bâtiment, elle les a relogés. Et pareil, c'était gratuit, il n'y avait pas de loyer à payer. Et il y a eu des festivals antifascistes d'ailleurs à l'Étincelle. L'Étincelle, c'est le nom du journal de Lénine. D'accord. L'Iskara. Et leur nom vient de là. Et en fait, on a une droite élue avec les voix de la Manif pour tous qui loge un lieu qui s'appelle du nom du journal de Lénine, qui est quand même un criminel de masse. Un lieu dans lequel on organise un festival antifasciste en 2018 ou en 2019, à l'issue duquel le centre-ville d'Angers est dévasté. Banque incendiée, tout, flics... Manifestation de type Black Bloc. Voilà, manifestation comme on l'en voit régulièrement, il y en a encore eu à Nantes récemment, etc. Mais quand ce lieu, donc, qui est l'objet de toute la complaisance journalistique possible, quand ce lieu est le point de départ de provocation, d'agression, d'incendie dans le centre-ville, etc., et d'incitation à la haine, très clairement, non. Derrière l'Étincelle, il y avait un tag « Envoyons les FAF en enfer ». On a eu je ne sais combien de menaces de mort, etc. Bon, quand ce lieu est cambriolé, tout le monde joue les indignés, mais à un moment, on ne peut pas souffler tout le temps sur les braises et rien prendre en retour. Voilà. Moi, en disant ça, je sais très bien qu'on va dire que je cautionne le cambriolage et tout. C'est pas le cas, en fait. C'est juste que j'y peux rien, j'ai jamais appelé à cambrioler l'Étincelle, point barre. Au sujet de la procédure contradictoire de Gérald Darmanin, concrètement, est-ce que tu peux nous citer les raisons qui sont énoncées par le ministère de l'Intérieur pour justifier cette dissolution ? Encore une fois, à l'instar de la dissolution de Génération Identitaire, le dossier est léger.
extrêmement léger. Il pèse encore moins lourd que Gérald Darmanin, si vous voulez. Donc il pèse vraiment pas grand-chose. Le dossier est très léger. C'est d'ailleurs assez étonnant quand on y pense, hein, il faut quand même imaginer qu'il y a des gens qui regardent la France en pensant que c'est une nation civilisée, peut-être le phare de la civilisation à certains points de vue, etc. Peut-être même le pays de la liberté. Et que c'est la 8e puissance mondiale, et le ministre de l'Intérieur de la 8e puissance mondiale, le soir à 22h30, il tweet en disant « Les gars, j'ai pris une décision, on va interdire l'Alvarium. » 65 millions de Français ne savent même pas ce que c'est. On est une association locale à Angers. Il y a des attentats terroristes tous les mois, et il va dissoudre l'Alvarium. En invoquant quel fait? Alors, le premier volet, c'est donc des violences qui nous sont imputées. C'est assez génial, je crois qu'il y a 4 ou 5 faits de violence. Il y a 5 faits de violence en tout qui nous sont imputés, et qui sont le prétexte à notre dissolution. Alors, parmi lesquels, le fait qu'en fin 2017 ou début 2018, il y a des gens qui étaient adhérents à l'Alvarium, qui avaient 17-18 ans, et qui ont mis des claques à quelqu'un pour une histoire de fille. Oui. Là, c'est vraiment l'exemple typique. Il y a un autre fait de violence, c'est encore mieux, qui nous est reproché. On a occupé pendant 1 an et demi ou 2 ans un lieu pour y reloger des SDF et des jeunes précaires, lieu qu'on a retapé à nos frais, etc., dont on a fini par être expulsé. Ouais, un bâtiment municipal que vous avez occupé de façon illégale, tout à fait. À l'image d'un squat. Exactement. À la différence que nous, à l'issue du squat, il n'y a aucun travaux à faire, puisqu'en fait, on a tout repeint, on a tout retapé, on a remis l'eau, l'électricité, etc. Il n'y a pas de seringue par terre, qu'on y a relogé vraiment des SDF, et qu'on est parti, si vous voulez, sans heurts avec la police, etc. Bref, quand on avait ce lieu-là, il y a des gauchistes qui ont voulu enlever notre banderole. Ils ont été maîtrisés par des militants de l'Alvarium. La justice, ils ont porté plainte, parce que vous savez, la nuit, ils taguent ACAB, mort aux flics, etc. Mais bon, la journée, quand ils prennent un plaquage, voilà, ils vont voir la police. Donc ils sont allés porter plainte. Et la justice, qui n'est pas réputée, surtout à Angers pour être de notre côté, à relaxer nos militants en disant qu'il n'y avait pas eu de vraie violence, que c'était de la légitime défense, qu'ils avaient juste repoussé, etc. Et bien Gérald Darmanin, qui connaît mal son droit, semble-t-il, utilise ce prétexte, par exemple, dans les faits de violence qui nous sont reprochés, pour dissoudre l'Alvarium. C'est-à-dire qu'une action qui a été considérée par la justice de notre pays comme n'étant pas une violence est utilisée pour dissoudre une association qui a distribué des milliers de repas à des SDF en France. En s'autofinançant en plus, et malgré les difficultés, les persécutions, etc. Pas de subvention. Pas de subvention. Bon, alors attendez, dans les faits de violence, il nous est reproché également un tag, que nous avions condamné. Il y a un militant de l'Alvarium qui a été attrapé à taguer. Voilà, on avait condamné. Il avait tagué quoi? Il avait tagué à côté du cinéma, il y avait un pan en béton du mur de Berlin. Il avait fait un tag dessus en sachant pas que c'était le mur de Berlin. Et c'était pas le premier, parce qu'il y a plein de tags dessus. Donc la municipalité d'ailleurs avait dit on va déplacer ce pan de béton du mur de Berlin, parce que en fait, voilà, il y a des tags, machin. Et donc l'Alvarium avait condamné, bien sûr, parce que c'est un truc débile. Maintenant, est-ce qu'on dissout une association parce qu'il y a un militant qui fait une bêtise? Je pense pas. Et parmi les autres faits de violence, alors également, on a découvert dans le courrier que soi-disant, il y aurait des militants de l'Alvarium qui seraient rentrés dans un squat Antifa et qui auraient fait des tags dedans. Donc en fait, un lieu occupé illégalement par des Antifa, qui taguent les murs du sol au plafond, enfin partout, aurait été tagué. Ça, c'est dangereux, quoi. Il y a des mecs qui sont rentrés avec leurs bombes de peinture, ils ont tagué sur des tags Antifa. Et ça, c'est invoqué par le ministère de l'Intérieur. Voilà, en fait, honnêtement, le dossier est aussi vide que ça. Et la seule chose qui pourrait avoir un lien avec l'Alvarium, et qui en a un d'ailleurs, et nous l'assumons totalement, c'est que lors d'une énième provocation Antifa, les Antifa qui sont venus coller des autocollants Antifa, etc., et provoquer, il y a eu une bagarre. Et donc, on a des militants qui ont été condamnés. Et ça, voilà, c'est le seul critère sérieux de Darmanin sur le volet violence pour... Maintenant, on parle de blessés légers, hein, 2 dents cassées. Comparé à l'attentat de Nice, juste 1 an avant la demande de dissolution de l'Alvarium, ça va, quoi. D'accord. Et pour le reste, c'est exactement comme Génération Identitaire ou le Bastion Social avant. Ce qui est invoqué, c'est notre racisme supposé. En fait, le gros du courrier qui nous a été envoyé par Darmanin, c'est de dire, vous avez tweeté contre l'immigration, donc vous êtes raciste. Vous faites le lien entre insécurité et immigration, donc vous appelez à la haine. Et encore mieux, vous avez fait le lien entre immigration, islam et terrorisme, donc vous êtes des prêcheurs de haine. Mais c'est complètement lunaire. C'était 1 an pile après les attentats de la basilique de Nice où un Tunisien sans papier a égorgé une femme dans une église, quand même gratuitement, au nom du prophète. Et surtout, quelques jours après le courrier de Darmanin, que se passe-t-il à Cannes, hier? Rebelote, quelqu'un essaye de poignarder un policier au nom du prophète, encore une fois. Voilà. Alors le ministère de l'Intérieur ferait mieux de s'occuper de l'islamisme pour de vrai, plutôt que de ceux qui dénoncent l'islamisme et viennent en aide à leurs compatriotes, quoi. Ouais, on a la sensation que pour chaque mosquée fermée, il faut dissoudre un groupe.
Groupe Ouais, identitaire. je ne sais pas s'il y a assez de groupes identitaires à dissoudre pour pouvoir faire l'autre côté de la balance et dissoudre toutes les mosquées. Hein. Une des raisons que se fait Christophe Béchu pour votre dissolution, ou du moins pour vous combattre, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que vous pourrissez la vie des Angevins. Ouais. Comment vous êtes reçu dans votre quartier, comment ça se passe avec la population? Vous avez aidé quelques SDF, mais après, quels sont vos liens avec les habitants du quartier, les restaurants autour de votre local? Alors, d'abord, on empoisonne tellement la vie des Angevins qu'il y a eu 3 ou 4 pétitions en tout, je crois, pour notre fermeture. Il y en a une dans le centre-ville qui, selon la presse locale, ou le quotidien, je ne sais plus, a rassemblé 30 signatures. Il y en a une autre lancée par le Parti communiste français, qui a quand même un vrai réseau militant, qui en un mois ou plus d'un mois a récolté 300 signatures. On est sur une agglomération de 252 000 habitants. Et il y en avait une il y a quelques années qui avait, à notre ouverture, qui avait rassemblé 1000 ou 2000 signatures. Voilà. Nous, on a lancé une pétition aujourd'hui. Je suis quasiment sûr que ce soir, ou alors à l'heure où les gens regarderont cette vidéo, on aura fait 10 fois plus ou 1000 fois plus que le Parti communiste français. Donc Béchu pense qu'on empoisonne la vie des Angevins, ou plutôt il feint de le penser. C'est assez absurde quand on sait qu'Angers commence à être touché par l'islamisme, qu'il y a des rodéos en plein centre-ville, qu'il y a des agressions sans arrêt. Et c'est d'autant plus absurde, si vous voulez, que même quotidien, quand ils sont venus filmer les abords de l'Alvarium, ils ont interrogé les kebabs autour, les coiffeurs communautaires, etc., qu'ils n'ont pas réussi à trouver un seul témoignage de quelqu'un d'origine extra-européenne pour dire c'est des racistes, c'est des méchants, etc. Puisque même, par exemple, il y a un commerce juste à côté de chez nous, tenu par quelqu'un qui est du Maghreb, et qui a dit « moi j'ai aucun problème avec eux, etc. Tout se passe bien ». Voilà. Par contre, ils ont réussi à dénicher un prof de piano qui habite dans un immeuble en face, dans une cour, etc., qui lui apparemment aurait assisté à des ratonnades, etc., ce que notre voisin maghrébin nie. Donc voilà, en fait, Béchu dit qu'on empoisonne la ville d'Angers, mais jusqu'ici, personne n'a jamais pu le prouver. Enfin, c'est totalement absurde. Et l'accueil, je ne veux pas vous dire que tous nos voisins nous apprécient. Il y a des gens qui sont absolument opposés à nos idées politiques. Je pense même qu'assez logiquement, c'est le cas des commerces communautaires alentours. Simplement, tout le monde reconnaît qu'on n'a jamais causé de troubles à l'ordre public de notre fait ou autre. En toute bonne foi, on a des opposants politiques, ça c'est clair. Maintenant, des gens dont on pourrirait la vie à Angers, c'est pas vrai, c'est d'autant moins vrai que même si nous faisions du bruit, par exemple, on est dans une des rues étudiantes les plus passantes de la ville d'Angers, qui est une des villes les plus étudiantes de France. Donc il n'y a aucun risque que de ce point de vue-là, on ait pu être gênant même. D'accord, et comment vous allez maintenant poursuivre vos activités si cette dissolution entre en vigueur ou est sanctionnée Écoutez, on va voir. Déjà, je crois qu'il y a un conseil des ministres qui doit décider ou non de notre dissolution. Nous, on ira après au contentieux devant le Conseil d'État. Il est vrai qu'on a des espoirs assez mitigés parce qu'on sait comment ça se passe, et quand on voit le dossier, quand on voit à quel point il est vide, on sent bien qu'en fait tout cela n'est que politique et qu'il n'y a aucun fondement légal. Donc vous avez moins de chance. Donc je pense qu'on a moins de chance. Cependant, on va aller jusqu'au Conseil d'État et même devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque on utilise d'abord toutes les armes que le système daigne nous donner, et ensuite parce qu'on considère qu'on est dans notre bon droit et que par conséquent il faut le faire. C'est pourquoi d'ailleurs j'invite les gens qui nous regardent à signer la pétition, par exemple, qu'on a mise en place sur notre site, etc., puisque il faut faire le maximum, voilà, de tout ce qui nous est donné comme moyen de faire pression, il faut faire le maximum, donc allez signer notre pétition. Maintenant, si demain, l'Alvarium est dissous officiellement, honnêtement, c'est pas très très grave. C'est pas très grave parce qu'on ne peut pas empêcher des gens qui ont leur pays à cœur, qui ont envie d'aider leurs concitoyens les plus démunis, qui vivent dans notre province, on est en Anjou, depuis parfois le XVIe siècle. On ne peut pas les empêcher d'exister, on ne peut pas les empêcher de se côtoyer, on ne peut pas les empêcher d'organiser des conférences, de faire du sport, d'aider des SDF ou des paysans en difficulté, etc. Donc en fait, c'est un bâton dans les roues, très clairement. Maintenant, dans le mot dissolution, il y a encore une dizaine de solutions. Et on va toutes les employer, toutes les étudier en tout cas. Et clairement, ce n'est pas une décision administrative à un moment où la France est en danger de mort. Ce n'est pas cette décision administrative qui va nous empêcher de lutter pour notre peuple et pour notre pays. Très bien, merci Jean-Luc Gana. Je vous en prie, merci Baudouin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle de vous abonner, de commenter et de liker, c'est important pour le référencement. Et on vous dit à très vite.